Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour monsieur. Avec moi pour vous interroger des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité. Laurent de Boissieu pour le quotidien La Croix. Bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors pour cette émission, qui est une émission spéciale présidentielle, naturellement, voici tout d'abord une brève photographie de notre invité. Votre candidature, ce sera la première, si elle est confirmée dans quelques jours, puisque vous aviez raté le cap des 500 signatures en 2007. Votre laboratoire, c'est la commune d'Hyères, dans l'Essonne, 28 000 habitants, dont vous êtes le maire, et votre étiquette, vous êtes député non inscrit. Vous présidez le mouvement Debout la République, que vous avez fondé après avoir quitté le RPR, et puis dans un deuxième temps, quitté l'UMP. Alors votre image, vous qualifiez volontiers de gaulliste social, et on sait qu'on vous classe aussi très souvent de souverainiste. Alors au cours de ces trois parties de cette émission, nous allons parcourir vos propositions que vous faites aux Français, aux électeurs. Nous souhaitons d'abord savoir comment vous comptez gouverner si vous êtes élu, puis quelle politique vous comptez mener, et puis enfin pour quelle vision de la société. Alors commençons par la gouvernance, et je voudrais vous poser comme première question une question un peu symbolique, mais qui n'en est pas moins importante. Le gaulliste que vous êtes, je le rappelais au passage, est sensible, on le sait bien, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors ce droit, est-ce que vous seriez prêt à l'accorder aux Kanaks, ou éventuellement aux Antillais, ou même aux Corses? Je ne crois pas que ce soit la priorité. Et de toute façon, ce genre de décision ne s'accorde que par référendum. Moi, je crois à l'unité de la nation et je pense qu'à chaque fois qu'il y a d'ailleurs eu un référendum dans les territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer, la volonté, l'attachement à la France a été énorme. Souvenez-vous, en Martinique ou en Guadeloupe récemment. Donc tout ça me paraît un peu dérisoire. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de démanteler la France, c'est de rassembler les Français pour faire en sorte que notre pays ne soit pas, dans les 50 ans qui viennent, une nation de clochards, ou du moins un pays de second rang. Et je suis d'ailleurs surpris du niveau de la campagne présidentielle, car le rôle d'un président de la République, c'est justement de dire aux Français où il veut conduire la nation et comment il veut la préparer aux défis du XXIe siècle. Alors ça tombe bien justement parce qu'on comptait poser les premières questions sur cette façon que vous aurez de gouverner si vous êtes élu. C'est Romain Masneau qui prend la main. Oui, alors sur ce mode de gouvernance, est-ce que vous allez maintenir l'omniprésidence pratiquée par Nicolas Sarkozy ou est-ce que vous souhaitez, si vous êtes élu, revenir à un partage plus classique des prérogatives entre président et Premier ministre ? C'est assez paradoxal le terme d'omniprésidence parce qu'en fait, moi je considère que les présidents de la République, au fil du temps, sont devenus omniprésents, mais ont perdu le vrai pouvoir. Et que le problème de la France, aujourd'hui, c'est de savoir qui la gouverne. Et qui gouverne la France aujourd'hui? Ce n'est pas le président de la République. Les agences de notation, c'est ça? Oui, ce n'est pas le président de la République. Il s'agite. Alors il est omniprésent sur la scène, dans le théâtre, le grand théâtre. Mais dans la réalité, qui gouverne? L'Union européenne, des gens non élus, Banque centrale, Commission, Cour de justice, ils ne sont pas élus, pas responsables. Les marchés financiers, qui ont pris le pouvoir, les multinationales. Et cela explique l'impuissance publique. Parce que le grand paradoxe des dernières années, c'est qu'on a eu un président omniprésent, mais en même temps, les actes n'ont pas eu d'effet sur la situation. Et moi, tout l'objectif de ma candidature, tout mon combat politique a pour objet de rendre aux Français leur pouvoir, le droit du peuple français à disposer de lui-même. Et je suis convaincu d'une chose, une seule chose, c'est que si les Français retrouvent le pouvoir de se gérer, de se gouverner, on arrivera très bien à résoudre la question du chômage, de l'insécurité, des injustices, de la pauvreté. C'est-à-dire que le problème de la France aujourd'hui, c'est de redonner au président de la République, au Parlement, au peuple par référendum, les moyens de traiter les problèmes qui sont en train de miner le pays. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ma campagne « La France libre ». Pourquoi libre? Parce qu'aujourd'hui, la France n'est plus libre d'agir. Et on demande à tous les pays du monde le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais on ne se l'applique pas à nous-mêmes. Donc, toute ma campagne sera autour de ça. Grâce à une nouvelle liberté d'action, une nouvelle marge de manœuvre, grâce à la renégociation des traités européens,
grâce à la renégociation du traité de l'OMC, nous allons pouvoir défendre les intérêts du peuple français et reconstruire une Europe sur des bases solides. Voilà mon projet. J'ai du mal à comprendre la cohérence de votre politique européenne, parce qu'à la fois, vous êtes pour une France forte, d'une certaine manière, pour une France qui ait sa voix sur la scène internationale, et en même temps, vous préconisez la suppression des principales institutions européennes, la BCE, la Commission européenne, même le Parlement européen, instance démocratique par excellence. Est-ce que vous ne craignez pas de ce fait de saper la crédibilité de la France et d'isoler complètement la France vis-à-vis de ses partenaires européens? Non, c'est tout à fait l'inverse. L'Union européenne a détruit, miné la belle idée européenne. Moi, l'Europe de De Gaulle et d'Adenauer, elle me va. L'Europe de la protection communautaire, de la préférence communautaire, elle me va. L'Europe d'Airbus et d'Ariane, elle est magnifique. L'Europe, c'est un idéal de paix, après les monstruosités des conflits mondiaux, et c'est un idéal de progrès social. Et cette Europe-là a été kidnappée par des intérêts financiers, par des gens non élus, qui se sont parés des idéaux européens et qui les ont trahis. Et donc, il faut à un moment dire aux Français, soit vous continuez avec ces traités-là, qui ont dépossédé les peuples, pas seulement le peuple français, les peuples de leur capacité d'agir, d'élever le niveau social, on continue la mondialisation inhumaine, le nivellement par le bas, le retour de l'esclavage. Soit on renégocie tout et on repart sur des bases solides, on se sert de l'Europe pour additionner nos forces, compléter nos identités, favoriser nos démocraties. C'est l'union de nations libres et démocratiques qui travaillent ensemble pour relever les défis du XXIe siècle. Ce n'est pas un méli-mélo qui détruit la démocratie et qui entraîne aux divisions, comme on le voit avec la situation de la Grèce, de l'Espagne. Donc, c'est vrai que c'est la différence fondamentale que j'ai avec ces partis du système. Bayrou, Hollande, Sarkozy ont signé tous les traités qui ont mené à cette catastrophe. Ils ne veulent pas changer le système. Ils seront donc, que l'un ou l'autre soit élu, ils seront impuissants parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Moi, je veux qu'on change ce système pour permettre d'avoir une marge de manœuvre et pour traiter nos problèmes économiques et gagner la guerre économique et scientifique mondiale dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Laurent de Boissieu-Lacroix. On entend bien l'autre Europe que vous voulez, elle possède sa cohérence d'ailleurs, mais que faites-vous si nos partenaires européens veulent conserver cette Europe-là et ne veulent pas renégocier, ne veulent pas de votre Europe? Qu'est-ce que la France fait dans ces cas-là? Mais la France, elle est libre, justement. Elle ne négocie pas. J'ajoute, enfin, que ne confondez pas les partenaires, qui sont un peu comme les cours d'Ancien Régime, et les peuples. Parce que partout, ça gronde. Moi, j'ai des contacts dans tous les pays. J'ai été en Grèce, j'ai été en Espagne. Sauf que les partenaires, ce sont les gouvernements actuellement en place. Ceux avec lesquels, si vous êtes élu, vous devrez négocier. Mais pourquoi négocier? Négocier quoi? Les gouvernements, ils passent. Et justement, c'est l'honneur de la France, et ça a toujours été l'histoire de la France, en 1789, en 1848, toujours. La France est un être profondément politique. Eh bien, c'est à la France de dire, nous, on ne joue plus. On ne joue plus à ce jeu qui est en train, par exemple, prenons des exemples concrets, de ruiner l'industrie européenne. Je voyais récemment une entreprise de panneaux solaires. Toutes les entreprises de panneaux solaires européennes sont en train d'être liquidées. Même les Allemandes ont de grosses difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on a accepté un libre-échange déloyal avec la Chine, qui a décidé, dans une guerre économique, d'avoir le monopole de la fabrication des panneaux solaires. Les États-Unis se défendent, le Japon se défend, la Malaisie, la Corée, le Brésil, l'Argentine, l'Europe, non. L'Europe est un ventre mou. On reviendra à cette question de protectionnisme dans la deuxième partie. C'est fondamental. On y reviendra. Quand je veux changer l'Europe, c'est pas pour dire je change l'Europe. Vous êtes élu. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes élu, donc vous dites, oui. Chers partenaires européens, nous sommes actuellement membres de l'Union européenne, nous quittons l'Union européenne, nous voulons renégocier, et si vous disent non? Nous envoyons, c'est dans mon livre, vous pouvez lire le chapitre consacré à cela, nous envoyons un mémorandum pour renégocier les traités, et nous nous mettons autour de la table. Soit les partenaires le souhaitent, et ça se débloque, soit nous rompons les traités et nous reprenons notre indépendance. Mais je vais vous dire, mais bien sûr, mais la France, elle est libre, justement, je refuse cette France soumise. Et je vais vous dire une chose, les partenaires n'attendent que cela. Je voyais récemment le président du Conseil à la télévision italien, le Premier ministre espagnol. Qu'est-ce qu'ils disent? On ne peut pas continuer avec cette zone euro qui est en train de tuer totalement les peuples.
il faut une initiative de croissance. Tous les gens savent, tous les gens à peu près sensés et qui ne sont pas prisonniers d'un dogme, savent que l'Union européenne telle qu'elle est conduite aujourd'hui va dans le gouffre. Quand un jeune sur 2 Espagnols est au chômage, quand la situation de l'Espagne est très intéressante, parce que je vous rappelle que l'Espagne était citée en modèle par la Commission. Nicolas Dupont-Aignan, quand vous dites un peuple ne négocie jamais sa liberté, vous venez de le rappeler. Quand sa survie est en jeu, oui. La France dira à ses partenaires, nous sortons de l'euro, je vous cite, et il y aura une telle joie des peuples que cela se fera naturellement. Mais, vous pensez qu'il y aura donc un grand soir avec le retour au franc, au Deutsche Mark? Mais je vais vous dire, que je sois élu ou pas, au cours du prochain quinquennat, l'euro disparaîtra. Il se réformera, puisqu'il n'est pas tenable. 4 prix Nobel, des dizaines d'économistes, ceux qui ne sont pas payés par les banques, qui sont sur toutes les radios, aujourd'hui le reconnaissent. Même l'Allemagne, et l'Allemagne la première parce qu'elle a quand même ses comptés, un peu plus que nous en général d'ailleurs, malheureusement pour nous, l'Allemagne a très bien compris que la Grèce allait sortir de l'euro, qu'après ce serait l'Espagne, l'Italie. Ils veulent garder la France, évidemment c'est le premier marché pour eux. Donc ce système est condamné. Il y a 2 solutions dans la vie. Soit on fait la politique de l'autruche, on dit on veut l'euro, 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 mais ça ne peut pas marcher, tout le monde le sait. Soit on anticipe et, si vous lisez mon livre, on prépare un système monétaire européen, flexible, intelligent, qui d'ailleurs permettrait d'intégrer l'Angleterre. Compliqué entre l'euro, l'euro-franc. Non, c'est très simple. Excusez-moi, ça a fonctionné avec le SME, le serpent monétaire, pendant des années. C'est que simplement, quand il y a des économies très différentes, vous ne pouvez pas plaquer une monnaie unique sur des économies différentes. Et ça présenterait 2 avantages énormes pour la France, mais pas seulement pour la France, pour l'Italie. C'est qu'enfin, on échapperait au marché financier. J'insiste là-dessus parce que nos auditeurs ne le savent pas. Avec le BCE et l'euro, on est obligé d'aller sur les marchés financiers. Et voilà pourquoi les banques tiennent tant à l'euro. Avec le retour aux monnaies nationales, chaque pays fait ce qu'il veut et peut se financer auprès de sa banque centrale qui appartient à tous les citoyens et se financer à 0%. C'est ce que fait l'Angleterre en ce moment. C'est ce qu'a fait la Suède, le Danemark, des pays qui, au lieu de se faire racketter sur les marchés financiers comme l'Italie aujourd'hui, par exemple, emprunteraient directement auprès de leur banque centrale. Et mon projet économique est très sérieux, ratifié par des économistes. Et on y reviendra parce qu'il nous permettra d'économiser 20 milliards d'euros d'intérêts par an. Aujourd'hui, je finis juste ça. Vous payez, les Français payent quasiment 50 milliards d'intérêts par an. Mais quels sont vos alliés politiques? Attendez, excusez-moi. En sortant de l'euro, vous pouvez financer chaque année 100 milliards par la Banque de France à 0%. Vous rembourserez ces 100 milliards. Comme l'a fait le général de Gaulle pour financer Airbus, Ariane, le TGV, les centrales nucléaires. Comme le font tous les pays du monde. On financera à taux zéro une partie des investissements de l'État. Ce faisant, on économise des frais d'intérêt. Et ces frais d'intérêt que j'économise, 20 milliards par an, on aurait à peu près 30 milliards de remboursement d'intérêt par an au lieu de 50. Ça me permet de remplacer les enseignants qui partent en retraite, de baisser les charges sur les PME, de diviser par 2 une des mesures essentielles de mon projet, l'impôt sur les sociétés, pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Alors, on reviendra sur là-dessus, c'est fondamental. Dans la deuxième partie, sur cette première partie, une dernière question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Alors, une question symbolique. Quel est le premier acte que vous accomplirez lorsque vous serez élu, si vous l'êtes? L'acte symbolique. Je me méfie de cette gouvernance des symboles seulement, parce que ce qui compte, ce sont les actes. Le premier déplacement, ce sera pour aller à Berlin, justement expliquer à nos amis allemands qu'on peut reconstruire l'Europe sur des bases saines, mais que la France ne sera plus soumise, ne sera plus le toutou d'instances européennes dépassées. Donc Berlin, pas Washington, Berlin. Berlin, bien sûr. L'avenir de l'Europe repose sur une relation équilibrée entre la France et l'Allemagne. Et vous serez entendu par Angela Merkel. Mais je serai entendu ou pas, comme quand Mme Merkel a décidé des choses, l'arrêt du nucléaire, la TVA sociale, la réunification Helmut Kohl, eux, c'était encore des dirigeants politiques. Ils n'ont pas été demander l'avis de la France. Ils ont été parler à la France. Quand on est des adultes, on se parle. Quand on est amis, on se dit la vérité. Il n'y a pas un soumis et un maître. Et la France ne s'en sortira que quand elle défendra ses intérêts. Je remarque que le rôle d'un président de la République, que le rôle d'un chancelier, que M. Cameron défend les intérêts de l'Angleterre. Mme Merkel défend les intérêts de l'Allemagne. D'ailleurs, je remarque qu'avant chaque sommet européen, en France, tout le monde crierait, vous seriez
affolée. Qu'est-ce que fait Mme Merkel? Elle va devant Son Parlement. son Parlement et elle dit j'irai défendre l'intérêt de l'Allemagne. Et l'Allemagne ne peut pas continuer à avoir une France faible. D'ailleurs, il réclame une France qui sait où elle va. Et je vous dirai une chose, c'est quand il y avait une France qui savait où elle allait, qu'on a fait les plus belles coopérations. Airbus et Ariane ne sont pas nés de la Commission de Bruxelles, de tous ces personnages corrompus, ou soumis à des intérêts financiers. Nicolas Ils Sarkozy sont n'a nés pas défendu d'une l'intérêt de la coopération France. d'État. Non, il n'a pas défendu bien sûr les intérêts de la France. Sinon on n'en serait pas là. Alors, nous allons marquer Bien évidemment. Nous allons marquer, Nicolas Dupont-Aignan, une première pause dans cette émission Face aux chrétiens. Nous vous retrouverons dans quelques instants. Merci. Notre invité aujourd'hui est Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Alors, pour cette deuxième partie, nous allons prolonger, bien entendu, avec vos propositions. Je voulais démarrer par une autre question symbolique. Vous avez dit le protectionnisme intelligent triomphe à l'occasion des Oscars qui ont été décernés au film The Artist. Alors, n'est-ce pas curieux pour un souverainiste d'encenser un film, certes, qui a été réalisé par un Français, mais qui a été tourné aux États-Unis avec des moyens américains, avec un titre qui est anglais. Même les Français n'ont pas fait ce qu'ont fait les Canadiens, ils n'ont même pas traduit le titre, bien entendu qui est compréhensible de tous, mais qui était symbolique. Ce que j'ai voulu dire, c'est que l'industrie du cinéma est la seule industrie en France qui est protégée. Par l'exception culturelle. Parce qu'on a négocié l'exception culturelle, c'est-à-dire qu'on a dérogé aux lois de l'OMC, parce qu'il y a des quotas et parce qu'il y a des obligations de financement public. Ces trois mesures sont interdites par l'Union européenne. Et c'est un secteur, j'ai fait à l'occasion du triomphe, c'est un secteur qui a gardé sa force dans notre pays, qui est le seul au monde à pouvoir affronter avec le cinéma indien, mais à pouvoir affronter la machine américaine, le seul au monde, et qui, et c'était le sens de ma félicitation pour le succès de des artistes, qui est ouvert sur le monde. Et j'ai voulu montrer que ce qu'on refuse pour les ouvriers français, ce qu'on refuse pour les agriculteurs français, on est tout à fait d'accord pour le donner pour le petit milieu parisien, et j'en suis ravi. Le jour où on vous délocalisera et qu'on vous remplacera par un Roumain, un Bulgare ou un Chinois payé 10 fois moins, vous commencerez à vous dire, tiens, est-ce que je ne devrais pas être un peu protectionniste? Je voyais dans le journal hier une tribune du PDG de Canal+, chaîne qui me ridiculise à longueur de journée, comme un type ringard, et qui demande quoi? Le protectionnisme. Je regarde que tous les pays qui s'en sortent dans le monde défendent leurs intérêts. Alors, ce que j'ai voulu montrer justement avec The Artist, c'est qu'être protectionniste intelligent, c'est pas être replié sur soi. C'est pas vouloir que tout soit français, c'est absurde. C'est dire qu'il y a un moment où on ne peut pas vivre dans un pays où l'on consomme que des produits achetés à l'étranger. Parce qu'on devient un pays qui n'a plus de pouvoir d'achat, qui n'équilibre plus ses comptes sociaux. Et quand on a perdu 1 million d'emplois industriels en un peu plus de 10 ans, il y a deux solutions. Et ça sera l'enjeu de la campagne présidentielle. Soit on continue, et vous continuez avec Hollande, Sarkozy ou Bayrou, soit on change. Et si on change, il ne s'agit pas de partir dans les extrêmes, il ne s'agit pas de partir dans le rejet de l'autre, il s'agit tout simplement de mieux doser l'effort de protection. Et on peut le faire. C'est tout à fait possible. Donc on peut sortir de la crise, contrairement à ce qu'on nous répète à longueur de journée. Laurent de Boissieu, La Croix. Alors justement, concrètement, si vous appliquez des mesures protectionnistes sur les produits importés, qui sont souvent des produits au coût moins élevé que les produits produits en France, est-ce que ça ne va pas poser un problème de pouvoir d'achat pour les Français qui achètent ces produits parce qu'ils sont moins chers et qui du coup devront acheter des produits plus chers, soit parce qu'ils ont été produits en France, soit parce qu'ils ont été produits à l'étranger, mais surtaxés? Alors, ce que vous dites pourrait être très juste, et c'est pourquoi il faut doser tout cela. Ce que je dis d'abord, c'est que quand vous n'avez plus de boulot, il est clair que parfois il faut mieux avoir un boulot et payer un peu plus cher les produits que de ne plus avoir de travail. Vous voyez bien le cercle vicieux dans lequel on est entraîné aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, contrairement à ce qu'on croit, on peut produire en France à des prix abordables. On peut. J'ai rencontré hier un producteur de textiles qui fabrique des costumes à Limoges, un des derniers, et qui arrive très bien. Je rencontrais le PDG de Toyota, qui a investi à Valenciennes, et qui arrive, et des petites voitures. Donc, simplement ce que je dis, c'est quand vous êtes en concurrence avec des pays qui organisent l'esclavage, c'est le retour à l'esclavage.
que des entreprises occidentales, européennes ou américaines, vont produire là-bas. Elles ne développent pas ces pays, contrairement à ce qu'on nous fait croire, et elles créent du chômage en France. Si vous mettez une taxe douanière entre 5 et 30%, ce que font tous les pays du monde entre nous, dosée en fonction de l'état de dumping, vous préservez des savoir-faire dans notre pays, vous gardez une valeur ajoutée dans le pays, et il faut un élément de mesure. Ça vaut le protectionnisme que je propose, je veux être précis, ne vaut que pour des produits, je dirais, en dumping, c'est-à-dire en concurrence sauvage, déloyale. Ça ne vaut pas à l'intérieur de l'Union européenne. Quand il y a des conditions de concurrence loyale, il faut de la concurrence. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure sur les Bulgares ne rentrera pas en compte. Par exemple, pardon ? Ce que vous disiez tout à l'heure sur les Bulgares, vous prenez l'exemple de la Bulgarie, ça ne rentrera pas en compte parce que c'est votre protectionnisme au niveau européen. C'est autre chose. Alors, sur le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, c'est intermédiaire. Et je pense là qu'il faudrait quelques taxes douanières selon les cas. Il faudra surtout, au niveau de l'Union européenne, là, c'est par la sortie de l'euro que nous retrouverons une compétitivité. Il faudra aussi baisser nos charges, bien sûr. Moi, je n'ai jamais dit que c'était la faute de l'autre. Je dis simplement que je ne vois pas pourquoi il y a des pays qui réussissent parce qu'ils ont mis des barrières protectionnistes et pourquoi nous, on devrait voir partir tous nos savoir-faire. Si on continue comme ça, il n'y aura plus une usine en France. Ces pays émergents qui produisent à bas coût sont aussi des marchés pour les entreprises françaises. Oui, mais enfin, on a quand même un déficit de près l'Union européenne, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais un déficit de mémoire de 200 milliards de dollars avec la Chine. Ça ne peut pas continuer. La crise de l'endettement des États-Unis et de l'Europe des 10 dernières années, elle est liée à quoi ? C'est pas tombé du ciel. On entend M. Sarkozy, M. Hollande, c'est tombé du ciel, on va passer à travers. Tu parles. C'est venu de quoi ? C'est venu d'une concurrence déloyale, d'une mondialisation par le bas, qui fait que la Chine accumule des excédents toujours plus importants qu'elle n'utilise pas pour développer son marché intérieur et le bien-être de ses habitants. Et de l'autre côté, des déficits tellement importants qu'aux États-Unis, ils l'ont pallié par l'endettement privé, la bulle spéculative privée, et nous par l'endettement public. Donc, si vous ne traitez pas la cause des déficits et de la dette, la cause des déficits et de la dette, c'est le délabrement industriel et la perte de compétitivité. C'est très simple. Alors. Il faut agir vite. Il n'y a plus le temps. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. L'Allemagne est soumise aux mêmes règles du jeu que nous, et pourtant l'Allemagne ne voit pas son tissu industriel dépérir. Bien au contraire, Eh bien, justement. elle exporte très largement. Et pourquoi, pourtant, à elle votre n'applique pas de règles protectionnistes, je crois, extrêmement sévères. Et pourquoi, à votre avis ? Parce qu'elle a un système d'élasticité prix qui est extrêmement favorable. Pour plusieurs raisons. Pour les... D'abord, parce que vous avez raison, elle a une structure industrielle différente. C'est vrai. Mais il y a deux autres raisons fondamentales. D'abord, l'Allemagne est très protectionniste, dans la tête et dans le fonctionnement. La preuve en est, c'est que quand la France a abandonné sa sidérurgie, Madame Merkel ou son prédécesseur ont réuni tous les industriels allemands, automobiles, sidérurgiques, et ont dit on ne va pas se laisser racheter par M. Mittal. Donc ils sont très protectionnistes dans le fonctionnement. Quand Nivea a fait faillite à Hambourg, c'est le Land de Hambourg qui a racheté. Quand vous dites protectionniste, vous dites nationaliste en fait. Pas nationaliste, patriote, c'est pas la même chose. Ils défendent leurs intérêts, ils ont bien raison. Et ils ne se laissent pas avoir. C'est pas le chacun pour soi. Donc, ils sont protectionnistes dans l'âme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils ont un déficit aujourd'hui très fort avec la Chine qui commence. Mais ils se rattrapent sur la France et l'Italie grâce à l'euro. Pour une raison très simple, c'est que quand ils sont entrés dans l'euro, ils sont rentrés à un niveau très bas de leur monnaie. Et nous, si on n'était pas dans l'euro, on aurait dévalué depuis longtemps et nous aurions rééquilibré nos balances commerciales comme nous l'avons fait toute notre vie. Parce que je vous rappelle qu'entre 1945 et l'euro, on dévaluait de temps en temps. En fait, ce n'est pas nous qui dévaluions parce qu'on suivait le dollar. C'est l'Allemagne qui réévaluait, ça pénalisait ses exportations et on avait toujours un équilibre avec l'Allemagne. Il y a une différence aussi fondamentale avec l'Allemagne, parce que tout le monde regarde l'Allemagne en disant qu'ils sont formidables. C'est le suicide démographique. Quand vous n'avez plus d'enfants, vous avez moins de dépenses scolaires, vous avez moins de dépenses familiales, vous n'avez pas en plus de dépenses de défense comme nous avons. Donc quand on compare la France à l'Allemagne, moi je suis fier que dans mon pays il y ait de la natalité. Parce que dans 20 ans, la France n'aura pas de problème démographique. L'Allemagne sera en faillite démographique. Donc je voudrais qu'on compare ce qui est comparable. Chaque pays a son modèle, chaque individu a sa personnalité. Ce qui est important, c'est que le pays soit épanoui, bien dans sa peau, et soit en croissance. Parce que moi je vous dis que si on n'offre pas du boulot aux jeunes qui sont dans nos quartiers, je suis un élu de banlieue, 40% de taux de chômage des jeunes dans nos quartiers, s'il n'y a pas un espoir, s'il n'y a pas de la croissance, s'il n'y a pas de l'inventivité, eh bien, on ne sera pas dans la situation de l'Allemagne, on sera à feu et à sang.
Mais Alors, comment Romain expliquez-vous, Masneau- juste un, Oui, un point alors, d'éclaircissement, juste une- comment expliquez-vous que l'Allemagne, qui a les mêmes règles du jeu que nous, Elle n'a pas les développe- mêmes règles du jeu, je viens de vous le répondre. Oui, mais- Elle a un euro qui la favorise, elle a Peut-être, mais- du protectionnisme ambiant et elle fait un suicide démographique. Si vous faites plus d'enfants, votre budget, moi vous savez, un ménage qui n'a pas d'enfants a un budget beaucoup plus facile. Mais pourquoi Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi l'Allemagne justement a-t-elle cet esprit protectionniste que nous n'avons pas? Mais parce que les Comment Allemands sont des Allemands et nous sommes Français et les Grecs sont Grecs. Alors- Et 1000 ans d'histoire, vous ne les remettez pas en cause. Et l'homme parfait, l'uniformisation, ce rêve français de vouloir toujours être pareil que l'autre est absurde. Vous êtes Français, vous n'êtes pas Allemand. Voilà, vous ne fonctionnez pas pareil. Je ne sais pas si vous êtes aussi civique qu'un Allemand. Vous êtes différents. Et puis ils ont des défauts aussi. Ils ne sont pas Alors, parfaits. Et nous avons des qualités. Nous avons un pays magnifique. Nous avons la première richesse touristique mondiale. Nous sommes inventifs qui Mais sont on ne sait pas se défendre, apparemment. Non, on a des dirigeants. C'est ça. On a des dirigeants qui n'ont pas le sens collectif. On a une petite classe, une oligarchie en France. C'est peut-être lié à notre centralisme d'ailleurs. Une oligarchie. Ils ont été élus tout de même. Ah bah oui, évidemment, ils font tout pour écarter les autres. Ils ont perdu un référendum quand même en 2005. Et ils ont passé outre. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas respecté le peuple français. Et le peuple français n'en peut plus. Abstention, vote dans les extrêmes. Et ma candidature va justement permettre à tous ceux qui sont patriotes, mais qui refusent l'extrémisme, de pouvoir voter enfin pour une voie de renaissance nationale, ouverte sur le monde, ouverte sur les autres. C'est ça le changement avec ma candidature. Et c'est pourquoi je gêne aussi quelques-uns, je peux vous l'assurer. Alors, sur cette deuxième partie, une dernière question. Romain Masneau de RCF. Plusieurs historiens de l'économie estiment que la fermeture des frontières lors de la Grande Dépression a aggravé la crise. Alors pourquoi aujourd'hui le protectionnisme serait-il la bonne solution à la crise? J'ai pas dû vous convaincre. D'abord, c'est faux sur l'affaire du protectionnisme. C'est un mythe qui est répété en boucle, contrairement à ce qu'on croit. Deuxièmement, il n'est pas question dans mon esprit de revenir à un protectionnisme excessif. Il y a une grande différence. Dans l'entre-deux-guerres, on refusait des investissements étrangers. Moi, je ne refuse pas des investissements étrangers. Quand Toyota investit dans le Nord, ça ne me gêne pas. Ce que je demande, c'est simplement que la France ne soit pas le seul pays au monde qui se vide de toutes ses usines et qui pense pouvoir survivre économiquement, socialement, en consommant des produits qui sont tous fabriqués à l'étranger. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi tous les pays du monde trouvent un équilibre. L'Argentine est sortie de la crise par un protectionnisme intelligent. C'est tout. Quand Airbus, juste une anecdote, quand Airbus a voulu vendre ses avions aux États-Unis, le Congrès américain a dit quoi? Très bien, vous pouvez acheter les compagnies américaines des avions Airbus. Mais il faut 2 usines, une de chaque coin des États-Unis, Airbus, point barre. Quand Peugeot veut vendre des voitures en Chine, on lui dit quoi? Il faut déménager le centre de recherche. Vous savez que Peugeot là, est en train de délocaliser 20% des chercheurs français, du groupe Peugeot, en Chine. Parce que la Chine a dit non, sinon rien. Pourquoi nous serions les seuls à ne pas le faire? Mais je vous le dis, on va crever sur pied. Et on va rester impuissant. C'est ça qui va amener des troubles dans notre pays. Des troubles identitaires, du rejet de l'autre. On a besoin de vivre dans la dignité. Et je ne vois pas pourquoi la France n'est pas capable, 5e puissance mondiale ou 6e économique, de mettre en place un minimum de dignité. Mais je vais vous dire pourquoi elle ne le fait pas. Parce que ça gêne des intérêts. Parce qu'il est clair que quand vous faites fabriquer avec des salaires à 50 € par mois et que vous vendez sur l'avenue des Champs-Élysées des produits 20 fois plus, vous gagnez de l'argent. Quand vous êtes des banques et que vous rackettez les Français par des taux d'intérêt exorbitants alors que la Banque de France pourrait financer à 0%, vous gagnez de l'argent, je peux vous dire. Alors, et les banques Nicolas feraient mieux de prêter au tissu Dupont-Aignan. industriel français. Nicolas Dupont-Aignan, nous allons marquer une seconde pause dans cette émission. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, député d'inscrit et surtout candidat à l'élection présidentielle. Il est interrogé par Laurent de Boissieu de la Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Alors, on va un peu glisser les questions économiques et les questions de société, naturellement, dans cette troisième partie. Je voudrais qu'on démarre par le thème de l'immigration. Vous voulez réduire en gros de moitié le nombre d'immigrants, dites-vous, dans votre dernier ouvrage et votre programme. Alors, tout simplement, je voudrais vous demander concrètement comment vous allez vous y prendre. Parce qu'en fait, il y a des débats naturellement toujours constants sur les chiffres, mais disons pour arrondir qu'il faut en quelque sorte empêcher 100 000 personnes d'entrer ou de rester en France. Alors, est-ce que vous voulez en quelque sorte revoir tout ce qui relève de conventions internationales en matière de regroupement familial, en matière aussi de droit d'asile, puisque la plupart de ces chiffres-là concernent aussi l'immigration familiale, le droit d'asile. Est-ce que vous voulez mettre en place une sorte de cordon sanitaire autour de l'Hexagone? Dites-nous concrètement comment vous pouvez empêcher 100 000 personnes d'entrer ou de rester en France. La question qui se pose très simple,
c'est est-ce qu'un pays qui a perdu 1 million d'emplois... Non, mais vous me parlez de l'emploi, je vous Non, mais parle moi, de je vais vous désimmigrés. répondre. Oui, Je mais vous c'est demande lié. concrètement Mais comment vous concrètement, faites. je vais vous répondre. Mais Parce d'abord, que il faut l'emploi, parler du fond. c'est un autre débat. Non, mais c'est Je pas vois notre que débat. vous faites mais l'alliance tu dis- comme Marine Le Pen entre immigration et chômage, je vois, tout de Mais suite. c'est la vérité. Quand un pays a perdu 1 million d'emplois en plus de 10 ans, est-ce qu'il peut en même temps accueillir 2 millions de personnes? C'est tout. C'est impossible. Moi, je vis en banlieue. À partir de quand la Je France vis en peut banlieue, accueillir monsieur. des immigrés? À partir de quand Non, mais la attendez, France je peut- vis Non, en vous demande banlieue. un chiffre, puisque vous me dites qu'on Oui. ne peut pas aujourd'hui accueillir. Alors, à partir de quand la France peut accueillir Mais- un nombre raisonnable Attendez, d'immigrés? laissez-moi finir. Je vis en banlieue. Je vis en banlieue, monsieur. Il y a des Français, des jeunes Français, d'origine étrangère, qui sont au chômage. Et le matin, devant le Leroy Merlin, devant les grandes surfaces, il y a les camionnettes qui arrivent avec les liasses en espèces, et il y a les marchands d'esclaves. Eh bien moi, je veux donner du boulot aux jeunes des quartiers. Et j'en ai marre de ces chefs d'entreprise qui font venir la main-d'œuvre étrangère avec des bons sentiments et qui créent des ghettos dans nos pays. Dans notre pays. Je dis qu'un pays qui a perdu 1 million d'emplois ne peut pas accueillir en même temps 2 millions de personnes. C'est Je tout. vous entends sur votre position. Alors principe, maintenant, mais la proposition. Concrètement, voilà. Concrètement, je ne suis pas pour la fermeture. C'est absurde et ce serait impossible. Donc, j'ai estimé que 100 000 par an, c'est ce qu'il y avait du temps de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. 100 000 par an. On n'était pas, à l'époque, un pays raciste et fasciste, que je sache. Simplement, ça s'est emballé. Ça s'est emballé, pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy a relancé l'immigration de travail, l'immigration choisie, et il l'a acceptée, il l'a relancée. C'est une aberration. Quand j'ai dans ma ville des informaticiens de 49 ans qui sont au chômage, j'ai eu 4 suicides, 1 par an, d'un homme de 50 ans au chômage, brisé par le chômage. Et qu'au même moment, je sais que des entreprises françaises font venir des Indiens informaticiens ou délocalisent en Inde, je dis c'est criminel, c'est tout. Et ce n'est pas être contre l'autre, c'est que simplement, il y a un moment où la société française ne fonctionne plus. Donc 100 000 comment? Tout simplement en revoyant les règles, point par point, que ce soit sur le mariage, sur le regroupement familial, on peut durcir les règles, laisser respirer l'immigration en France, accueillir de nouveaux immigrants, mais éviter un appel d'air trop important. J'ajoute qu'il faut surtout lutter contre l'immigration clandestine. C'est pourquoi je propose le rétablissement des contrôles aux frontières, ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark n'est pas un pays fasciste, il l'a fait très bien et ça marche très bien. J'ajoute enfin que je suis le seul candidat, le seul, à parler du développement du Maghreb et de l'Afrique, qui est le défi numéro 1 peut-être géopolitique de l'Europe. Géopolitique numéro 1. Je suis le seul à proposer une réforme de la PAC pour qu'on n'exporte pas certains produits, certaines céréales en Afrique et qu'on ruine l'agriculture vivrière. Je suis le seul à proposer justement un changement des règles de l'OMC pour qu'on ait un protectionnisme euro-méditerranéen. C'est-à-dire que quand on ne peut pas produire en France, au lieu d'aller produire en Chine, ce serait quand même mieux de produire chez nos amis tunisiens, algériens, marocains. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui veut fermer la France. Je dis simplement que si on n'est pas capable de gérer nos frontières, si on n'est pas capable de gérer qui rentre chez nous, eh bien, on va au-devant de très graves problèmes. Et comme parallèlement, je veux créer de l'emploi par une autre politique économique, je pense qu'en un quinquennat où progressivement on descendrait à 100 000 entrées par an et on lutterait contre l'immigration clandestine, au même moment on relance l'emploi, au même moment on investit dans l'école de la République, c'est-à-dire pour que chaque Français, quelle que soit sa couleur de peau, son origine, ait un avenir dans notre pays, eh bien, c'est comme ça que vous réconcilierez les Français les uns avec les autres. Et Louis Defresne, Radio Notre-Dame. Vous avez fait l'objet récemment d'un canular par le biais de l'humoriste Gérald Daon, je crois. Et semble-t-il, et j'aurais aimé lever peut-être un malentendu, dans la séquence qu'il a mise sur son blog, vous prenez davantage parti pour François Hollande que pour Nicolas Sarkozy. Comment conciliez-vous le discours que vous tenez aujourd'hui avec le fait que vous préféreriez Hollande à Sarkozy? J'ai pas dit ça. D'abord, conversation de 50 minutes où on m'a trompé, qui est sortie 2 mois après et qui est sortie tronquée. Parce que si on prenait les 50 minutes, vous verriez exactement quelle est ma pensée, qui est d'ailleurs conforme à ce que je dis publiquement. J'ai dit quoi? J'ai dit que je préférais l'homme Hollande, j'ai dit un type bien, à l'homme Sarkozy. Et j'ai ajouté tout de suite après, mais ça a beau être un type bien, il ne fera rien. Il ne fera rien. Donc je n'ai pas du tout dit que j'allais voter Hollande. On a dit ça. Pour moi, tout ça, c'est de l'amusement public. Je vous parle franchement. Mais en fait, le contenu... Les deux se valent, pardon. Mais la politique qu'ils interchangeable. feraient est exactement la même. Ils sont soumis de la même façon à Bruxelles au marché financier. Alors,
la campagne aidant, il y a des grandes propositions. Voilà, j'ai simplement, dans une conversation privée qui a été piratée, dit que je préférerais la personnalité d'Hollande à celle de Sarkozy. Pour autant, j'ai ajouté qu'il ne ferait rien. Et si je suis candidat, justement, c'est que je veux qu'on sorte de ce combat de coq, comme a dit François Bayrou très justement. C'est un combat de coq qui se dispute sur l'accessoire, parce qu'au fond, ils ne veulent pas remettre en cause le cadre qu'ils ont construit et qui précipite la France dans des troubles économiques, sociaux et politiques graves. Voilà. Alors, autre question, Laurent de Boissieu-Lacroix. Puisqu'on est sur les autres candidats, qu'est-ce qui vous différencie sur le fond de Marine Le Pen? Et notamment, est-ce que vous êtes pour ou contre ce qu'elle appelle la préférence ou la priorité nationale? C'est-à-dire donner en priorité l'accès aux logements sociaux et aux aides sociales pour les Français? Je suis un gaulliste social, Laurent de Boissieu. Vous savez que je n'ai rien à voir avec le Front National. Et justement, ce qui gêne, c'est que je propose un patriotisme, de reprendre en main le destin du pays, comme d'ailleurs certains à gauche, Montebourg sur le protectionnisme. Je ne suis pas pour autant socialiste. Mais c'est vrai que je n'aime pas l'idée de Marine Le Pen que la solution à nos problèmes, c'est en dressant les uns contre les autres. La situation de la France est tellement dramatique aujourd'hui, il faudra la redresser avec une politique de fermeté, mais il faudra mettre tout le monde sur le pont, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion. Je n'aime pas la tendance à la division et au bouc émissaire. Je ne l'ai jamais aimé. Et on peut vouloir maîtriser l'immigration, mais ne faire aucune différence, comme je n'ai jamais fait aucune différence, entre les Français, quelle que soit leur religion, leur mode de vie. Et je trouve que la campagne, vous l'avez vu avec l'affaire du halal, tourne mal. Parce que qu'en fait, comme les hommes politiques sont impuissants à changer les choses et sont soumis à un ordre mondial qui finalement est en train de niveler tout par le bas, ils cherchent à se démarquer sur des affaires identitaires. Et je ne crois pas que dans une France qui est une mosaïque, ce soit sain. Donc, c'est ce qui me différencie. Je n'ai pas le même projet de société que Marine Le Pen, tout le monde le sait. Avec qui vous pourriez gouverner? Mais, si vous dites que François Hollande et que Sarkozy, c'est la même chose, Marine Le Pen, il y a des choses qui vous se passent pas dans son programme, mais excusez-moi, avec qui il faudra bien faire une majorité si vous êtes élu? Mais une majorité, écoutez, les majorités, elles se font à partir des victoires et des projets. C'est tout. Alors, vous pouvez dire exactement la même chose avec chaque candidat. Avec quel candidat? Qui serait Dupont-Aignan compatible? Mais attendez, avec une nouvelle génération, de tous bords politiques, qu'importe, dans l'esprit du Conseil national de la résistance. L'oligarchie qui mène la France à la ruine, qui a mené la France à la ruine, doit être balayée. Elle sera ou balayée démocratiquement, ou dans la violence et la rue. Je préférerais qu'elle le soit démocratiquement. Il y a des gens très bien dans tous les partis, des jeunes, des moins jeunes, qui sont des gens honnêtes, qui ont été justement exclus des partis parce qu'ils étaient trop honnêtes. Il y a des gens honnêtes qui peuvent tout à fait redresser la France. C'est exactement comme dans les entreprises, on voit les grands patrons très payés, il y a derrière des gens très bien, beaucoup moins payés, qui pourraient très bien jouer le rôle de dirigeant. Donc ce n'est pas un problème de gouvernement, je vous assure. C'est un problème de cap. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est tout. Et mon projet, il est clair. Nicolas Il suffit de lire mon Dupont-Aignan. livre. Une autre question, Romain Masneau, RCF. Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes aujourd'hui le 8 mars, la journée mondiale des femmes. Oui. Est-ce que vous êtes favorable, comme François Hollande, à pénaliser les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale homme-femme et au rétablissement d'un ministère des droits des femmes, de la condition féminine? Je suis, oui, favorable à la pénalisation. Et tout à l'heure, je vais dans ma circonscription où je suis l'un des seuls à avoir mis en place une politique notamment sur les problèmes des violences faites aux femmes, exemplaires, puisque j'ai préempté des appartements, puisqu'on aide les femmes à s'en sortir. Donc, sur les violences faites aux femmes, je souhaite qu'il y ait une politique beaucoup plus dure. Et sur les entreprises pour l'égalité salariale, je souhaite bien évidemment qu'on pénalise les entreprises qui ne respectent pas. Je propose même un label, égalité salariale, égalité homme-femme, qui serait sur les produits. Parce que, et ce n'est pas une remarque sexiste, tout le monde sait que les femmes, en général, font davantage les courses que les hommes, et encore que ça va changer, j'espère. Et je pense que les femmes auraient à cœur d'acheter des produits d'entreprises qui respectent l'égalité salariale. Et pénaliser les partis également qui ne respectent pas la parité. C'est déjà fait. Et qui continuent de payer les amendes. Et continuent de oui, pas mais respecter. ça leur coûte très cher. Alors, nous, comme on est un petit parti, nous, il y aura la parité totale. Alors, j'en suis désolé, c'est un autre homme qui vous pose une question. C'est Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Vous fustigez l'oligarchie. Est-ce que vous êtes, par exemple, pour empêcher que les hauts fonctionnaires retrouvent leur corps d'origine s'ils échouent en politique? Vous êtes énarque, je crois. Oui, ça ne me gênerait pas du tout. Vous êtes pour prendre une mesure de cette nature-là, puisque... Tout à fait. Ça serait très sain. Tout à fait. Mais je vais vous dire, ce qui m'inquiète aujourd'hui, ce sont les hauts fonctionnaires qui pantouflent dans des entreprises privées et qui y vont pour multiplier par 15 leur salaire, avec les conséquences que l'on voit.
Laurent Boissieu-Lacroix. Alors, je vais vous poser une question sur les questions de société où on vous interroge pas Oui. souvent, c'est pas ce que vous pensez sur l'adoption ou le mariage homosexuel. Mais d'abord, sur la préférence internationale, très rapidement, vous m'avez pas répondu oui ou non, vous êtes pour. Pardon La préférence nationale. Pour ou contre la préférence nationale? La préférence citoyenne, elle existe. Quand on est français, on a plus de droits que quand on est étranger. C'est ça. Mais sur la généraliser à l'accès au logement social, aux emplois, vous êtes pour ou Non, contre? je pense qu'il faut être très prudent. Il y a une préférence citoyenne et il ne faut pas en rajouter. Voilà. D'accord. Il faut maîtriser l'immigration. Et puis après, on doit pouvoir vivre correctement. En revanche, si on continue, comme aujourd'hui, à ne pas maîtriser l'immigration, on arrivera évidemment à une préférence. D'ailleurs, une préférence qui s'exerce de fait. Alors, il y avait une suite. Alors oui, Laurent. sur la question de l'adoption et du mariage homosexuel, quelle est votre position? Ma position est très claire. Je suis totalement hostile à l'adoption. Je ne peux même pas imaginer pourquoi on en est là. Et je vais vous dire pourquoi j'y suis hostile. C'est parce que j'estime que chaque enfant a le droit d'avoir un père et une mère. Et que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un père et une mère ensemble que l'on doit imposer à un enfant d'être élevé par deux pères et deux mères. Je ne le comprends pas. Il n'y a pas de droit à l'enfant pour moi. Il y a les droits de l'enfant. C'est pas négociable. Ça se pratique via l'adoption d'un célibataire? Je suis hostile à l'adoption par un célibataire, je vous dis franchement, je ne trouve pas ça sain. Je ne comprends pas. Tout le monde a eu un père et une mère, ou n'en a pas eu et en a beaucoup souffert. Comment on peut dire à un petit gamin, tu vas être un cobaye? Je ne peux pas l'accepter. Moralement, je ne peux pas l'accepter. Voilà, alors je sais que je parais ringard, mais je ne peux pas l'accepter. En revanche, c'est pourquoi d'ailleurs je suis hostile à l'idée de mariage homosexuel. Parce que le mariage débouche sur la famille. En revanche, je ne suis pas hostile, je le dis très sincèrement, à l'idée d'une union homosexuelle, parce que ça concerne deux adultes, et que donc il n'y a pas d'enfants qui sont en cause, que deux hommes ou deux femmes veuillent solenniser leur amour En mairie. Au-delà en d'un mairie. Pax. Au-delà d'un Pax. au-delà d'un Pax ne me choque pas parce que ça concerne que deux adultes. Mais ça ne peut pas s'appeler mariage. Donc il faut inventer une cérémonie qui s'appellerait l'alliance, l'union, et ça ne me choque pas. Mais il ne faut pas franchir la limite, pour moi, de l'enfant. C'est tout. Parce qu'on n'a pas le droit de juger à l'avance pour un enfant qui est mineur. C'est tout. Romain Masno, Et ça me paraît très simple comme position. Romain Masno, RCF. Alors, vous êtes favorable à la création de 20 000 postes de prison supplémentaires. Oui. Est-ce que c'est la meilleure manière de lutter contre la surpopulation carcérale? Beaucoup d'associations de professionnels estiment qu'il faudrait davantage imaginer des alternatives à la prison, comme les travaux d'intérêt général ou le bracelet électronique pour des infractions mineures au code de la route, par exemple, ou autre. Écoutez, moi je regarde les faits. Je suis aussi un élu de banlieue. Je vois que dans notre pays, les peines ne sont pas appliquées. Je vois qu'il y a des violences faites aux femmes ahurissantes où le type ressort en liberté, des violences faites à des enfants. Là, je parle d'infractions mineures. Non, mais au code de la attendez, route, des excusez-moi. mineurs. Excusez-moi, des infractions majeures sont punies de peines inférieures à 2 ans de prison. Et vous savez qu'avec la loi Dati, personne ne le sait, la grande fermeté de l'UMP, avec la loi Dati, quand vous êtes condamné à 2 ans et moins, le juge d'application des peines décide sans la victime automatiquement de commuer en travail d'intérêt général. Eh bien moi je vous dis, l'état de laxisme de la justice en France est scandaleux. C'est la loi de la jungle. Vous tuez quelqu'un, vous sortez au bout de 6 ans. Je suis pour la suppression des remises de peine, je suis pour que la peine de prison soit appliquée, j'en ai assez de voir les plus faibles victimes de voyous, le gouvernement Sarkozy n'a rien fait là-dessus, et il faut construire 20 000 places pour ne pas mélanger les prisonniers. Il faut qu'au premier délit, il y ait une petite peine, 8 jours, 15 jours, mais il faut que l'avertissement vienne tout de suite et soit proportionnel. Voilà pourquoi il faut oser construire 20 000 places pour permettre de différencier les parcours pénitentiaires, ce qui n'interdit en rien de la prévention, de la réinsertion. Mais il est temps d'appliquer la loi républicaine dans notre pays. Quand je pense que des trafiquants de drogue qui sont en train de gâcher notre jeunesse prennent 1 an de prison et sont chez eux avec un bracelet électronique. Vous n'imaginez pas le laxisme judiciaire qui règne dans notre pays. Donc il faut arrêter avec tous ces grands mots. Je suis désolé, il faut qu'il y ait des sanctions, sinon les comportements dévient. Et moi je veux que la loi républicaine soit appliquée dans mon pays. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Pardonnez-moi d'en revenir à un aspect un peu électoraliste, mais avec ce discours sécuritaire... Mais pas sécuritaire. Ces ambiguïtés mais quand même. l'application de la loi Oui. républicaine, c'est pas sécuritaire. Aujourd'hui, c'est l'anarchie. Il y a une petite c'est la loi de la ambiguïté. jungle. C'est les plus faibles qui en pâtissent. Je vous assure. J'entends bien. Ça n'a rien de sécuritaire.
avec une certaine ambiguïté quand même sur la Mais préférence pourquoi nationale, la préférence citoyenne. Mais- À qui pensez-vous prendre des voix, Nicolas Dupont-Aignan? Vous pensez prendre des voix plutôt J'en ai au FN rien à faire ou de plutôt ça. à Nicolas Sarkozy? Non, vous me connaissez mal. Mais inévitablement, vous y Non. réfléchissez. Non, je suis un maire de terrain. Je suis maire depuis 17 ans dans une banlieue. Je vois le délabrement de la société française, par la faiblesse de ses dirigeants, par cette culture de l'excuse permanente. C'est à l'école la même chose. Récemment, dans un collège de ma circonscription, un élève en 6e vient brûler les copies du prof. Et tout le monde se réunit, et ça dure des heures. Et le pauvre gamin, il ne faut rien faire. C'est la culture de l'excuse permanente dans notre société. C'est le dévoiement des valeurs. Il y a un moment, il faut être carré. La République, ce n'est pas la faiblesse. L'ordre juste. Madame Royal qui avait ça, c'était un très beau slogan. Je n'ai pas osé le reprendre. L'ordre juste. Nous sommes dans le désordre injuste. Ce n'est pas être sécuritaire que d'appliquer la loi républicaine. Lacordaire disait bien qu'entre le faible et le fort, entre le pauvre et le riche, c'est la loi qui libère. C'est quand même ça. Donc moi, je vis dans la vie réelle. Je vois des gens agressés dans le RER tous les jours. Et, le pauvre gars, on ne rend pas service aux petits voyous qui, à 16 ans, commencent leurs agressions. On ne rend pas service à tous ces trafiquants de drogue qui sont partout, devant tous les lycées de France. Il y a un élève de collège, il y a un collégien sur 10 qui est racketté en France. Mais enfin, on est où ? C'est ça qui fait que la vie est difficile pour nos concitoyens. Ils ont peur de prendre le bus, les filles ont peur de rentrer seules dans leur HLM, ils ne peuvent pas dormir l'été jusqu'à 3 h du matin. Il y a un moment, il faut arrêter. Et ce n'est pas être sécuritaire. Nicolas Dupont-Aignan, discours fort sur toutes les formes d'insécurité, mais je voulais vous demander s'il n'y a pas une incohérence, pardonnez-moi, dans vos propos, à propos d'une autre forme de délinquance. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec ça. Non, la délinquance routière. Autrement dit, pourquoi êtes-vous favorable à la suppression des radars dans les zones dites non dangereuses? Mais parce que, je vais vous dire pourquoi je suis favorable. J'ai voulu installer un radar chez moi. Un endroit dangereux, il y a eu 2 morts. Le directeur de cabinet du préfet est venu dans grand équipage et on a mis le radar dans l'endroit pas dangereux pour faire du fric. Et il y a toujours des accidents dans l'endroit dangereux. Mais on croit rêver. Deuxièmement, j'ai reçu les maires... Attendez, j'ai reçu les maires... C'est qu'il y a une infraction, Nicolas Dupont-Aignan. Donc vous encouragez les infractions? Je dis qu'il faut que l'État soit ferme sur les choses dangereuses. C'est tout. Je vais vous dire autre chose. J'ai reçu les mamans de familles qui ont perdu leurs enfants dans des accidents de la route par des chauffards. Donc... la plupart des affaires ont été classées par le laxisme judiciaire qui règne. Alors je préférais que dans mon pays, quand un chauffard écrase un gamin, il aille en prison et qu'on arrête de faire du fric en mettant des radars à des endroits pas dangereux où c'est pas un drame si la personne roule à 55 au lieu de 50. Voilà, je demande un peu de bon sens. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, une dernière courte question de Laurent de Boissieu qui vous sollicitera pour une courte dernière réponse. Alors, je vais être court. Sans transition, est-ce que si vous êtes élu, vous avez déjà en tête le nom de votre Premier ministre et quel est son profil? Non, pas encore. Permettez-moi déjà d'aller au premier tour de scrutin, de convaincre le maximum de Français. Et lorsque nous serons au second tour, eh bien, je vous répondrai. Mais ce sera Parce que je serai au second tour. Ce ne sera pas la suppression de ce poste pour aller pourquoi supprimer le poste de Premier ministre? Il a été supprimé pendant 5 ans. Il a fait la figuration. C'est pour ça que mais je on vous a pose la besoin question. d'un Premier ministre. Parce que si l'on veut un président, je finirai là-dessus juste, qui incarne la France dans le monde, parce qu'on ne parle pas de politique étrangère, qui ait une autre vision du monde, un monde multipolaire, un monde où les peuples sont respectés et un monde où la mondialisation élève le niveau au lieu de le faire descendre. Ça exige un président qui parle au monde, notamment en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Alors, sur ces perspectives africaines, je vous propose de conclure. Merci, Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir accepté notre invitation. À vous tous qui avez pris cette émission éventuellement en cours de route, vous pouvez la retrouver sur les sites respectifs de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et bien entendu de KTO. Je vous souhaite pour ma part un très bon week-end, une très bonne fin de semaine. À bientôt.